Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce grand dialogue de Studio Tamani. Les mesures sanitaires sont respectées, la distance 1 mètre entre les différentes personnes qui sont présentes sur ce plateau, les masques et les gants, vous les voyez bien. Et nous allons parler de cette épidémie coronavirus, surtout quelles conséquences économiques au Mali. Et nos invités sont Souleymane Diarra, chef des opérations d'urgence de santé publique à l'Institut national de santé publique du Mali, Khalid Dambélé, économiste chercheur au Centre de recherche et d'analyse politique économique et sociale CRAPES, et Abdulwahab Diakité qui est là au nom de l'Association des consommateurs du Mali ASCOMA. Je suis Mouhamadou Touré, bienvenue à tous. Le Grand Dialogue. Alors, Souleymane Diarra, aujourd'hui, concernant l'épidémie de coronavirus au Mali, quelle est la situation? Merci beaucoup, M. Touré. Merci à tous les auditeurs et auditrices des studios Tamani. Avant de vous parler de la situation aujourd'hui, permettez-moi au nom du département de la santé et des affaires sociales, à travers la coordination dirigée par le professeur Akori Agiknan, de m'incliner pieusement devant ceux qui ont été victimes de cette maladie qui a tant coulé des larmes. À mon avis... Jusqu'hier, le bilan était de 10 décès. Exactement. Jusqu'hier, on était à 10 décès et nous implorons Dieu, le Tout-Puissant, pour que leur âme puisse se reposer en paix. Et après de m'avoir incliné devant ceux qui ont perdu leur vie à cause de cette épidémie meurtrière, et Touré, à la date d'hier, nous étions à 123 cas confirmés de Covid-19 au Mali, 26 guéris et 10 décès. Et il y a aussi plus d'une soixantaine qui sont en traitement dans les différents centres de prise en charge au Mali. D'accord. Les personnes guéries de façon globale, est-ce qu'elles rentrent chez elles ou est-ce qu'elles restent toujours auprès des autorités sanitaires? Oui, bon, si on parle de guéris, ça c'est après avoir en tout cas contrôlé, recontrôlé, si tout est blanchi, la personne est complètement guérie, c'est-à-dire absence de virus dans son corps, et il est conseillé, certainement il va suivre un certain nombre de conseils psychologiques, une prise en charge psychologique, et ensuite il regagne la maison avec vraiment tout ce qui est conseil pour l'insertion sociale de la personne. Donc il retourne à la maison. Mais y a-t-il des risques que la personne soit toujours contaminée, recontaminée, parce qu'on a vu des cas en Corée du Sud? Oui, bien sûr. C'est une pathologie dont tous les contours ne sont pas encore éclaircis. Donc on les conseille également d'être prudents malgré qu'ils aient été une première victime. De retour, on leur demande toujours de prendre toujours en compte les mesures barrières qui ont été édictées par les autorités. Donc, ils ne sont pas exempts d'une réinfection parce que ces cas ont été révélés dans des pays qui ont été touchés préalablement avant le Mali. Abdulwahab Diakité, quelle est votre analyse de l'évolution de cette épidémie au Mali? En fait, cette analyse l'évolution s'augmente de toujours en jour. Mais il faudra tout simplement dire qu'effectivement, c'est nous-mêmes qui sommes à la base de cette évolution. Parce qu'en son temps, nous n'avons pas eu le courage de prendre les décisions qui s'imposaient. Il s'agissait d'annuler purement et simplement les élections. Mais ni la classe politique, ni le président de la République, personne n'a eu ce courage-là. Donc cette évolution ne nous surprend pas. Et je dirais tout simplement qu'au Mali, en tout cas, c'est le Tout-Puissant qui nous sauve, pas nous-mêmes. Dans la mesure où même les mesures qui sont édictées par les spécialistes ne sont pas aujourd'hui respectées. Pourquoi? Parce que la classe politique ni les autorités n'ont pas donné d'exemple par rapport à ça. Tous les jours, on voit les manifestations, les baptêmes, les mariages, les cortèges, tout ce qui s'ensuit. Mais c'est très grave. Et donc moi, je me dis tout simplement que c'est nous-mêmes qui sommes à la base de cette évolution-là.
Et il faudra juste compris le Tout-Puissant pour que réellement il puisse un peu ralentir. Et c'est ça, quoi, en fait. Et le président de la République a même confirmé le maintien de la date du second tour des législatives le 19 avril, dimanche prochain. Est-ce que les raisons évoquées par le président de la République sont convaincantes pour vous? Non, quand même. On n'en parle même pas. Vous savez, c'est étonnant de sa part. Parce que ce monsieur, pratiquement, il a occupé toutes les fonctions de ce pays-là. Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, président, qui se permet de dire dialogue national. Que veut dire dialogue national? Que veut dire dialogue national? Le cas de force majeure est déjà là. Mais moi, je me dis tout simplement, je n'ai même pas de qualificatif par rapport à leur décision. Parce que quand on ne se soucie pas de son peuple, on fait tout. Et surtout qu'on parle de dialogue national. Le dialogue national a demandé autre chose, qui était beaucoup plus facile à mettre en œuvre que d'annuler les élections. C'était quoi d'abord? La réduction du train de vie de l'État. Est-ce que l'État a réduit ce train de vie? Il s'agissait également de diminuer le nombre de gouvernements. Est-ce qu'on l'a fait? Donc qu'on nous laisse en paix et qu'on dise tout simplement, nous n'avons pas besoin de prendre en compte les préoccupations majeures de notre population. Nous voulons aller aux élections, point barre, et puis c'est tout. Et ces élections-là n'ont autre objectif que de mettre en œuvre le soi-disant pacte, je ne sais même pas comment on l'appelle encore. Et on va y revenir. Voilà. Khalid Dembélé, est-ce que vous partagez cette analyse de Abdoulwahab Diakité par rapport à l'ampleur du coronavirus au Mali qui est due, selon lui, au non-report notamment des législatives au Mali? Non, je pense que ça peut être un facteur explicatif, mais pas le seul. L'enjeu politique, voilà, c'est les politiques qui sont mieux placés pour l'apprécier, mais sauf qu'il faudrait effectivement reconnaître que le dialogue national n'avait pas aussi prévu le coronavirus. Donc le coronavirus est un facteur qui rentre dans le jeu et qui fausse un peu les appréciations. Oui, ça peut être effectivement, dans la mesure où on peut effectivement remarquer que bien avant le bureau de vote, les gens dans la rue, les gens au grain, à la maison, ne respectent pas, comme on le souhaite, comme les autorités sanitaires le souhaiteront, que les mesures de distanciation soient respectées. Donc oui, on se dit qu'organiser une élection dans de telles situations-là, ça peut effectivement être un vecteur de transmission. Oui, il appartiendra effectivement aux autorités à la question de mettre tout en œuvre pour justement diminuer le risque. Mais nous, en tant que citoyens, on se pose des questions allant dans ce sens-là. Mais l'un des facteurs aussi qui, à mon sens, fait que cette situation-là augmente, d'abord, il faudrait reconnaître que c'est partout, hein, c'est un phénomène que nous constatons, ça augmente chez tout le monde. Sauf que chez nous, ici, je me dis qu'on a manqué un peu peut-être d'anticipation et de préparation. Les mêmes reproches qu'on voit dans les autres pays, que les citoyens des autres pays essaient de faire à leur autorité, je pense que nous pouvons effectivement constater la même chose ici. Les autres pays ont eu plusieurs mois d'avance sur nous. Il faut rappeler que le premier cas n'a été confirmé que le 25 mars passé. Donc avant cette date-là, certes, il y a eu des mobilisations, certes, il y a eu des mesures, mais je me dis est-ce que ces mesures-là ont été à hauteur de souhait. Donc pour moi, les élections législatives peuvent effectivement être un vecteur de transmission si, a priori, les mesures de distanciation ne sont pas respectées comme ils le souhaitent, mais aussi et surtout, il faut reconnaître que nos autorités ont manqué d'anticipation et de proactivité. Alors, Monsieur Souleymane Diarra, vous les experts, quel a été votre avis sur le maintien de ce second tour des législatives? Est-ce que c'est une bonne chose dans ce contexte-là? Ok, comme mon voisin vient de le dire, moi je vais aborder dans le même sens. Vous savez, un gouvernement, c'est vraiment comme le point de rencontre de plusieurs pôles. Le département de la santé, à travers ses services techniques, élabore en tout cas des stratégies et propose des solutions sur le plan sanitaire. Et certainement, il y a d'autres, comme il a dit, il y a le côté politique aussi, il y a des gens qui s'en occupent. Et le gouvernement, tout converge vers le gouvernement. Après, il va le mettre dans les balances
et ensuite ils prennent une décision. Le gouvernement dans lequel le ministère de la Santé est représenté. Et maintenant, il y a toujours un plan B et un plan A. Un plan A et un plan B, disons. Et dès l'annonce, c'est-à-dire dès les alertes, quand les premiers cas ont commencé en Chine et que l'OMS ait déclaré l'urgence de santé publique de portée internationale, bien avant la déclaration de la pandémie, des mesures ont été prises au niveau du pays. Et parmi ces mesures, c'était les mesures barrières et aussi l'accélération, l'accentuation des mesures de contrôle au niveau des postes de cordons et aussi des portes d'entrée, et des points d'entrée. Et quand ils ont parlé des élections, il y a une commission qui est appelée commission scientifique. La commission scientifique qui est comme un bras technique de la coordination et donc du ministère de la Santé, ont fait une réunion et ont proposé des solutions. Je pense bien que la première solution était si on pouvait en tout cas reporter des élections, c'était une bonne chose pour nous permettre vraiment de contrôler très rapidement ou même d'éviter même qu'il y ait cas chez nous. Le cas échéant, c'est de faire en sorte que les mesures barrières puissent être en tout cas respectées scrupuleusement. Et lors du premier tour, il y a plusieurs personnes qui ont dénoncé le fait que dans plusieurs localités, ces mesures sanitaires n'ont pas été mises en place, a fortiori, pour qu'elles puissent être appliquées. Très bien. Comme je l'ai dit, le ministère... Vous confirmez? Oui, je confirme. Je suis malien comme vous. Je suis dans cette affaire-là et je regarde... Je n'ai pas été trop dans les lieux, dans le bureau de vote, je ne me suis pas trop promené, mais... j'ai reçu l'écho de faits partout, comme quoi le dispositif de lavage des mains tant, en tout cas, souhaité par les autorités sanitaires et même, si possible, les autorités du pays n'ont pas été, en tout cas, mises au niveau des centres de vote et devant même des bureaux de vote tels qu'on avait souhaité. Et donc, ce qui fait qu'il y a eu des faiblesses à ce niveau-là. Et sinon, c'était le plan B, comme quoi, si on ne peut pas reporter, donc qu'on ait en tout cas ces dispositifs de lavage des mains et des gels hydroalcooliques, de sorte que à chaque bureau de vote qu'on puisse en avoir et puisse en tout cas faire de l'hygiène, en tout cas l'hygiène élémentaire avant de commencer à passer à son devoir régalien qui est le vote. Diakité, vous l'avez dit, ces élections ont été une des raisons pour lesquels la situation a évolué négativement au Mali. Alors aujourd'hui, le président de la République a déclaré que pour la tenue du second tour, les mesures sanitaires vont être réappliquées et suffisamment. Est-ce que vous êtes convaincu par cette déclaration? Comment je peux être convaincu de cela? Parce que le problème d'abord, c'est quoi? Les citoyens lambda ne croient même plus à cette pandémie-là à cause du comportement de nos autorités. On le dit, personne ne peut prendre les dispositions nécessaires qui sied pour la tenue des élections. Et le comité scientifique avait carrément proposé la non-tenue des élections. Le plan B, là, il y avait tellement de conditionnalités que réellement, en les analysant, on ne devrait pas tenir ces élections-là. Mais même chez le président de la République l'autre jour, c'est lui seul d'abord qui a été le premier en tout cas, à faire c'est-à-dire à mettre en œuvre les hygiènes édictées. Il n'y avait rien là-bas. Et à l'intérieur, comprenons, M. Touré, Bamako, ce n'est pas le Mali. Mais nous nous trompons, Bamako n'est pas le Mali. Et n'y a-t-il pas un paradoxe quand le président lui-même déclare la possibilité d'isoler Bamako et maintient quand même la tenue du second tour? Non, mais je vous dis, ce n'est pas responsable d'abord de sa part. Mais je vous dis également que, c'est-à-dire quand il s'agit des élections-là, le politique ne voit rien. Les préoccupations de la santé publique de la population, ça ne leur concerne peu. C'est tout. Donc, ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas du tout étonnant. Peut-être c'est étonnant pour vous, mais pour nous autres, la société civile, là, ce n'est pas étonnant. Je vous donne la parole avant de la donner à Khalid. Où en sommes-nous avec la possibilité d'isoler Bamako? La déclaration a été faite par le président de la République lors de son dernier discours adressé à la nation. Ça, c'est une mesure dont l'application, en tout cas, l'application doit être faite par les autorités à la matière. La santé peut conseiller parce que
Je pense que le confinement des villes qui sont les plus touchées a prouvé, en tout cas, a pu prouver que ça peut avoir un début de solution ou bien réduire drastiquement la chaîne de transmission, le cycle de transmission, puisse couper la chaîne de transmission entre les villes touchées et puis les autres villes du pays. Mais quant à l'application de cette mesure, je pense que c'est aux autorités de l'appliquer conformément en tout cas aux lois et règles qui en régissent. Khalid Dambélé, quelles sont les conséquences économiques de cette épidémie sur le Mali aujourd'hui? Déjà, on commence à le constater. Si vous regardez un peu les prévisions de croissance pour 2020, il était prévu une croissance moyenne de 5%. Cette croissance-là est déjà revue à la baisse, même si on ne connaît pas encore le degré de proportionnalité de la baisse en question. Donc oui, on voit que les conséquences économiques peuvent être diverses. D'abord, il faut retenir que l'économie malienne est une économie qui est beaucoup plus fondée sur l'informel. Or, aujourd'hui, on parle de distanciation sociale, on parle de mesures de restriction. L'activité économique est une activité qui est dynamique, est une activité où les gens se mouvent, on se retrouve. Si vous prenez par exemple le grand marché, vous avez des milliers de personnes chaque jour qui se retrouvent là-bas pour justement effectuer leur activité commerciale. Avec ces mesures de restriction-là, il y aura forcément un ralentissement de ces activités-là. À terme, pourquoi pas, de l'abandon. Si vous prenez aujourd'hui, mis à part de ce secteur informel d'ailleurs, qui représente plus de 60% de notre croissance économique, si vous prenez par exemple les mesures que tous les pays du monde sont en train de prendre, la fermeture des frontières. Le volume d'exportation et d'importation entre les différents pays sont en train de baisser. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle vous voyez que pas mal de pays ont déjà revu à la baisse leur croissance. La Chine l'a fait, les Américains l'ont fait. Aujourd'hui, vous avez plus de 15 millions d'Américains qui sont en chômage, plus de 8 millions de Français qui sont en chômage partiel. Parce que pourquoi? Le volume d'exportation et d'importation commence à baisser, l'activité économique commence à ralentir. Si nous restons focus sur le Mali, vous allez voir que nous, nos recettes d'exportation nous aident beaucoup en matière de dépenses publiques. C'est-à-dire l'argent qu'on arrive à se faire dans l'échange commercial avec les autres pays nous aide beaucoup à financer nos dépenses publiques. Un ralentissement de ces activités-là engendre illico presto une diminution de nos recettes publiques. Quand la recette baisse, en finances publiques, il n'y a pas de miracle. C'est les recettes qui servent à financer les dépenses. Quand les recettes baissent, forcément les dépenses sont annoncées à baisser. Dans un contexte où notre président de la République annonce quand même plusieurs mesures sociales envers des couches, entre guillemets, dites, on va dire, fragiles. Donc oui, on voit que... Avec près de 500 milliards. Oui, 500 milliards. C'est là où, effectivement, beaucoup de questions se posent quand même, parce que si vous prenez ne serait-ce que l'année 2019, vous allez vous rendre compte que en fin 2019, on n'était qu'à la moitié de nos capacités à prélever des recettes. C'est-à-dire l'objectif de prélèvement des recettes publiques pour l'année 2019. L'année 2019 a pris sa fin, nous n'étions qu'à 50% de cette capacité de mobilisation des recettes. Or, je l'ai dit tantôt, ce sont les recettes qui permettent de financer les dépenses. Si vous dites que vous allez mobiliser un fonds de 500 millions, sur la base de quoi? Des dons? Moi, je reste sur ma faim parce que ces dons-là ne restent quand même des dons. À côté de cela, ils disent qu'ils vont justement réorienter, on va dire, certaines allocations budgétaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des mesures des budgets qui avaient été déjà votés pour d'autres secteurs, on va voir comment est-ce qu'on peut les ajuster pour la santé. Écoutez, nous sommes dans un pays où tout est prioritaire. L'éducation est prioritaire, le transport, l'infrastructure routière est prioritaire. C'est vrai, la santé aussi est prioritaire. Donc, quand on voit ça, on se dit que c'est bien beau le discours qui a été. Il fallait un discours. On a entendu ces mesures-là, mais la soutenabilité budgétaire vis-à-vis de ces mesures-là pose effectivement des soucis. Et quand bien même, quand on écoute le président, son discours, on se rend facilement compte qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas ressorties. Quand vous regardez cette crise sanitaire, vous voyez que derrière la crise, il y a quand même des enjeux structurels majeurs qui ressortent. Je parle sous le contrôle de notre spécialiste santé, mais vous savez quand même qu'aujourd'hui, le système sanitaire malien est dans l'abîme, entre guillemets. Les personnels de la santé crient tous les jours qu'ils n'ont pas les moyens, les matériels nécessaires. Bien avant cette crise-là, bien évidemment, vous avez un problème de personnel parce que c'est limité. Le peuple n'a pas accès justement aux soins comme il le souhaite. Donc oui, on voit que ça pose un problème structurel vis-à-vis même de la santé. Donc il faut un plan d'investissement d'envergure sur ce secteur-là. Chose qu'on n'a pas entendue dans le discours présidentiel du 10 avril passé. Mais aussi et surtout, ça
ça pose un problème d'économie. Quand vous regardez aujourd'hui, la crise est partie de la Chine. La Chine a commencé à fermer ses frontières. Nous sommes un pays exportateur de matières premières vers la Chine. Quand la Chine ferme ses frontières-là, c'est vrai, ça va diminuer forcément le volume d'exportation et d'importation et jouer sur nous. Donc il faut revoir un peu pour réorienter le système économique productif sur la demande intérieure, pour qu'en cas de crise comme ça, on puisse effectivement s'en sortir. Et on va y revenir sur les solutions. Votre avis sur les conséquences économiques, Abdoulahab Diakité? Bon, enfin, je voudrais tout simplement, pour nous, je suis là en tant que consommateur. L'impact sur les consommateurs. L'impact sur les consommateurs, bon, je dirais tout simplement d'abord que les droits suivants, notamment le droit à la sécurité, le droit à l'information, le droit à l'éducation, aussi bien que le droit à la satisfaction des besoins essentiels, carrément, ne seront plus respectés au Mali. Bon, en termes d'impact d'abord, les sommes faramineuses qui sont annoncées là, réellement, c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux. Vous n'y croyez pas? Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. On aurait d'abord pu faire, calculer d'abord, c'est-à-dire estimer d'abord l'impact même de la crise sur l'économie. Mais on ne l'a pas fait. Et le 3 avril dernier, le ministre de l'économie et des finances a adressé une correspondance aux différents ordonnateurs. Et il a dit dans cette lettre-là qu'effectivement, ces services techniques vont essayer d'estimer l'impact de cela. Bon, et tout d'un coup, il y a des mesures qui tombent. Et c'est quoi, par exemple, quand on parle de l'eau, on parle de l'électricité, etc., etc. Non. Je le dis encore, Bamako n'est pas le Mali. Même à Bamako, ici, est-ce que réellement les mesures édictées là, par rapport à la prise en charge de l'eau et de l'électricité, va concerner tout le monde? Non. Les démunis ne feront pas partie de cela. Parce que tout simplement, on oublie que l'EDM, aussi bien que la SOMAGEF, ont un périmètre de concession. Et ceux qui ne sont pas dans le périmètre de concession, ça veut dire tout simplement qu'ils sont exclus. Pourtant, ce sont les plus démunis. Un. Deuxièmement, on parle du milieu rural et du milieu urbain. Aujourd'hui, il y a une injustice qui est là d'abord. Le mètre cube de l'eau est vendu à 113 francs, entre guillemets, à tout le monde. Mais aux pauvres, là, aux démunis, c'est vendu entre 250 et 500, ici à Bamako. Oui. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est les bonnes fontaines, là. Je ne sais pas si vous vous promenez un peu, quand vous partez dans les quartiers, même pas dans les quartiers périphériques. Partez tout simplement à Niamakoro, Savalbougou, Fadjigila, autre là. Non. Le bidon fait 25 francs. Donc, en faisant le calcul, c'est 250. OK, on laisse là. On parle également des produits de première nécessité. Au niveau des frontières, là, notamment Nara, au niveau de Nara, et puis Nyoro, autre là. Avec la fermeture des frontières, ces produits n'existent même plus. Parce que tout simplement, ces populations s'approvisionnent à partir de la Mauritanie. Mais est-ce qu'on a tenu compte de cela? Non. Bon, pour aller encore, il a un peu parlé du domaine de la santé. Tous les hôpitaux du Mali sont moribonds. Depuis 2 ans, on assiste à une coupe drastique des budgets. Et moi, je pensais réellement que dans ce plan de riposte-là, on allait prendre en compte le renforcement de nos hôpitaux. Malheureusement, tel n'a pas été le cas. Et en conclusion, je me suis dit que le discours de l'autre jour, c'était pour juste nous dire le maintien des élections, c'est tout. Et également, on devrait saisir cette opportunité pour renforcer davantage la transparence par rapport à la gestion des recettes publiques. Pourquoi? Parce que tout simplement, on devrait quand même penser à faire un collectif budgétaire. Et des budgets votés en 2020, on parle de réaménagement, etc., etc. On vient encore de bloquer le ministère de la Santé par rapport aux investissements. Donc, en disant même, le président de la République va laisser 3 mois, etc., etc. Non. En matière de transparence, on devrait parler de tout ça.
quel allait être le montant, l'apport de ce gouvernement par rapport à ça. C'est symbolique. Mais aujourd'hui, au niveau des réseaux sociaux, souvent on dit le président a 150 millions, etc. etc. C'était pour moi, c'était une opportunité de mettre coup à tout ça. Malheureusement, ce n'est pas les préoccupations des consommateurs ne pourraient jamais être prises en compte tant qu'on ne s'assierait pas pour faire un impact réel et également causer avec, c'est-à-dire avoir un dialogue fécond avec tous les acteurs. C'est en ce moment qu'on pourrait prendre en compte l'impact au niveau des consommateurs. En ce moment, est-ce que le Mali a les capacités économiques nécessaires pour faire face à cette crise-là? Monsieur Touré, cette question, elle est pertinente. Je pense que je vais parler sous le contrôle de notre éminent économiste Dambélé. Oui, Dambélé. Et bien qu'il soit Dambélé, je vois qu'il maîtrise cette situation sur le plan économique. Je pense que ce n'est pas le Mali seulement. Même les pays qui sont beaucoup plus en avance sur le plan économique que le Mali ont eu du mal à se ressaisir devant cette épidémie qui est une situation exceptionnelle. Donc, à mon avis, je ne suis pas très sûr que le Mali ait en tout cas le potentiel nécessaire sur le plan économique pour y faire face. Mais ce qui est très important, c'est, je pense qu'ils ont fait les analyses, c'est lui qui est l'expert en analyse économique. Je pense que sur le plan sanitaire, nous pensons que oui, l'économie, le côté économique est très important. Mais de l'autre côté, il y a plusieurs déterminants pour la santé de la population. Pour nous, le côté économique est l'un des éléments de déterminants de la santé de la population. Mais d'autres déterminants, c'est vraiment ne serait-ce que le comportement de la population, c'est-à-dire le fait même de faire un déclic pour dire que c'est une situation exceptionnelle qui nous oblige à nous adapter à cette situation. Déjà, si on arrive à maintenir, à faire ce déclic au niveau de la population, c'est déjà le début d'une solution. Sinon, sur le plan économique, je pense que nous n'avons pas assez de moyens pour y faire face. Mais nous pourrons un Malien qui vit du jour au jour, peut-il respecter toutes ces mesures-là, notamment le couvre-feu? Exactement. Moi, j'allais en venir parce que je pense que le consommateur est dans son rôle de pouvoir dire tout ce qu'il pense de la situation, parce que c'est vraiment tout à fait normal de sa part d'expliquer en tout cas là où le bas blesse. À mon avis, les gens sont beaucoup plus focus sur les élections. Tu m'excuses, je vais revenir un peu. Mais je pense qu'il y a d'autres mesures que si on arrive à respecter, les élections ne seront qu'un petit élément auquel on pourra peut-être résoudre dans la gestion de la chaîne de transmission de cette maladie-là. Et l'un des facteurs, on l'a dit, on l'a toujours redit, c'est le regroupement. Et si vous voyez que les gens décrient un peu les élections, c'est parce que c'est facteur de regroupement. Mais je vois qu'au-delà de ces élections-là, il y a aussi le Malien, on se regroupe dans les marchés, on se regroupe dans les mosquées. À mon avis, si on peut peut-être faire en sorte que ces regroupements puissent être diminués, à mon avis, ça va nous aider en tout cas dans le fait de pouvoir briser la chaîne de transmission de cette pathologie qui est très, très, très contagieuse, cette maladie-là. Mais le fonds qui sert déjà à l'organisation de ces élections-là, ne pouvait-il pas être ajouté au fonds qui va servir à riposter ou prévenir cette épidémie au Mali? Moi, je suis d'accord avec toi, mais comme je vous ai dit, l'orientation, la réorientation des fonds de l'État, ça a un autre niveau. Ce n'est pas au département du ministère de la Santé. Nous proposons nos solutions. Maintenant, les moyens pour atteindre, en tout cas, ces objectifs-là viennent vraiment du gouvernement. Et le gouvernement, c'est plusieurs pôles d'expertise. Il y a plusieurs départements. Donc, c'est aux financiers ou aux économistes de pouvoir, en tout cas, réaménager pour s'adapter. Nous pensons que si on arrive à avoir les moyens, quels que soient des moyens venant des coûts de l'élection ou ailleurs, ça ne fera que soulager parce que nous voyons que vraiment l'argent, il manque criarement. Le manque est criard au niveau des hôpitaux, il l'a dit, ça c'est une réalité qui frappe l'œil. Et également, quand on va voir les différentes mesures de restriction qui normalement vont s'abattre sur la population malienne, qui est une population qui vit du jour au jour, je vois déjà les conséquences économiques qui vont complètement mettre à terre, en tout cas nos faibles foyers déjà qui sont
depuis bien avant cet événement-là. Donc, à mon avis, oui, si on arrivait à avoir l'argent, que ce soit des élections ou ailleurs, ça pourrait nous permettre de bien nous préparer et de riposter à cet événement-là. Mais l'argent ne vient pas aussi simplement du seul côté des élections. C'est aux économistes et aussi au ministère des Finances qui pouvaient peut-être chercher des solutions aussi. Il y a besoin de réorienter ces sous-là. Nous sommes techniques. Est-ce que vous partagez l'avis de M. Diakité dans ce cas et de M. Dambélé par rapport à l'anticipation, qui estime qu'aujourd'hui, le système sanitaire du Mali n'était pas prêt, il n'y a pas eu d'anticipation pour cette épidémie? Non, on a anticipé. Au contraire, si je peux me permettre, nous avons eu assez de temps pour nous préparer parce que nous avons quand même pu avoir cette science d'être parmi les derniers pays touchés par l'épidémie. Et vous êtes témoin de tout ça parce que nous n'avons signalé nos premiers cas que vers le 25 mars. Et là, des pays voisins étaient déjà en tout cas frappés depuis il y a de cela une semaine, 2 semaines avant. Et du 25 mars au 14 avril, déjà, on compte 123 cas, vous l'avez dit. Exactement. 10 décès, oui. 26 cas guéris. Oui, c'est ça. C'est comme ça le paradoxe aussi, en tout cas le caractère spécial de cette épidémie également. Quand ça frappe des villes, vous voyez que ce que les gens doivent comprendre, les chiffres qu'on vous annonce, il faut toujours les reporter à la population. Quand vous voyez, on peut parler des chiffres exorbitants pour la Chine, pour les États-Unis, il faut toujours reporter à la population. Quand vous prenez, nous avons été frappés par à Bamako. Et regardez un peu la population de Bamako comparée un peu à la population des régions qui nous entourent. Je pense que l'augmentation du chiffre n'est pas en tant que tel, il faut le rapporter à la population pour faire une analyse statistique bien fine et pouvoir l'interpréter tel que. Et on va dire, Khalid Dambélé, les conséquences économiques, j'y reviens encore, par rapport au couvre-feu notamment sur le citoyen lambda, quelles seront ces conséquences? Non, mais ces conséquences, elles sont énormes. Mais je me dis que nous sommes dans une situation effectivement dramatique. Dans ce sens-là, il faut des mesures exceptionnelles. Et les autres autorités, en consultation avec les spécialistes de la santé, ont estimé peut-être que le couvre-feu peut permettre de diminuer la chose. Moi, je me dis qu'il faudrait quand même se questionner sur l'efficacité de ce couvre-feu-là. Quand vous parlez, par exemple, de conséquences économiques, vous avez des transports en commun qui roulaient la nuit. Aujourd'hui, avec ce couvre-feu qui est imposé à 21h, ces transports ne peuvent plus justement rouler. Concomitamment à cela, les vendeurs de café. Concomitamment à cela, qu'est-ce qui a été fait pour accompagner ces personnes-là qui travaillent la nuit? Jusqu'à récemment, jusqu'au discours du président de la République, on n'avait rien entendu pour le moment. Pourtant, le couvre-feu a été justement annoncé depuis plus d'une dizaine de jours. Donc oui, on voit que, je suis désolé de le revenir encore là-dessus, qu'il y a un problème d'anticipation et de préparation. Quand je dis cela, ce n'est pas en lien avec le fait que le premier cas s'est déclaré chez nous tardivement. Ce n'est pas que ça seulement. Quand vous regardez la nature de notre système sanitaire, ça veut dire qu'on pouvait être beaucoup plus vulnérable à quelque chose qui a une ampleur moindre que ce que nous assistons aujourd'hui. Et c'est ce qui montre à quel point on n'est pas mieux préparé pour faire face à des situations pareilles comme ça. Je reviens toujours aux conséquences économiques. Quand vous regardez un peu nos entreprises qui excellent dans l'informel, je vous rappelle aujourd'hui que ça, c'est d'ailleurs la statistique de l'appui, les entreprises aujourd'hui qui excellent dans le secteur informel, ils sont au nombre de 95% dans toute l'entreprise au Mali. C'est-à-dire, quand vous prenez le nombre d'entreprises au Mali qui sont créées, qui excellent, il y a plus de 95% des entreprises qui sont dans le secteur informel. Comment est-ce qu'on peut expliquer à ces chefs d'entreprise qui travaillent avec quelques individus ici et là de rester à la maison, de se confiner, d'accepter des mesures de restriction sans mesures d'accompagnement claires, comprises et partagées? Donc oui, on voit que ce n'est pas que la santé, mais le gouvernement, dans sa stratégie, il n'y a pas une visibilité claire qui peut nous assurer. Ce qui fait qu'on reste sur notre faim. Est-ce que les mesures d'accompagnement qui ont même été annoncées dans le discours du président de la République concernent les personnes qui sont les plus considérées comme les plus victimes de ce couvre-feu, notamment les personnes qui travaillent la nuit? Non, M. Touré, je ne sais pas, je me fais comprendre. C'est-à-dire on a fait un discours juste pour faire un discours. Et l'objectif du discours, c'était pour dire le maintien des élections. Sinon, c'est aussi simple que ça.
Donc, vous voulez dire que toutes ces mesures annoncées là... Mais vous allez voir, le lundi ou le mardi, c'est en ce moment maintenant qu'on va mettre en application les mesures, qu'on saura effectivement que l'État existe par rapport aux mesures. Parce que ça trouvera déjà que les élections seront terminées. Maintenant, l'État va se faire voir en ce moment. Si on n'avait pas essayé d'accompagner le secteur informel, imaginez un peu. Et ce qui est encore plus grave, c'est que maintenant, en tout cas, certains membres des forces de sécurité qui sont là pour veiller à la mise en œuvre de ce couvre-feu-là, également, ça dit maintenant, prendre de l'argent auprès également de certains contribuables par rapport à ça. Oui. Le racket? Ils font des raquettes. Ils font des raquettes. Entre 30 000 et 50 000 francs. Oui. 30 000 francs et 50 000 francs CFA. Voilà. Et au nom de quoi? Au nom de quoi? Non. C'est pour dire juste, ils les prennent et puis c'est tout. C'est des raquettes. C'est des raquettes. L'État n'est même pas fort par rapport à ça d'abord. Moi, je vous dis tout simplement que les mesures là, c'est de la poudre aux yeux. Sinon, réellement, si on avait estimé à juste réel l'impact là, on aurait pu prendre en compte tout ce secteur informel là. Moi, je connais les cadres au niveau du ministère de l'économie et des finances. C'est des grands cadres. Et également, je travaille avec eux pendant plus d'une dizaine d'années. Je connais leurs compétences. Prenez un peu au niveau de l'EDM. Prenez un peu au niveau de l'AMADER. On aurait pu voir tout ça. Mais malheureusement, quand le président fait le discours, en oubliant effectivement qu'il a des services techniques, c'est sûr que ce discours-là va toujours passer à côté. Ne peut et ne pourra jamais prendre en compte les préoccupations des consommateurs. Aujourd'hui, en Ara, nous avons besoin de quoi? Des produits de première nécessité. Mais malheureusement, on ne peut pas les avoir. On ne peut pas les avoir. Maintenant, demain, peut-être le lundi ou mardi, Bamako sera confiné carrément. Mais quel est le ménage à Bamako qui a la possibilité? Vous dites que Bamako sera confiné la semaine prochaine. Mais c'est sûr, c'est sûr. Mais non. Juste après les législatives. Juste après les législatives. Donc le taux de cas confirmés va être élevé. Élevé. Mais attention, mais c'est des choses qui sont déclarées d'abord au niveau des services techniques, au niveau de la santé. Aujourd'hui, moi, je suis, je connais, en tout cas, je suis au niveau des hôpitaux, je sais ce qui se passe là-bas. Mais personne ne passe là-bas aujourd'hui. Tout le monde a peur de passer. Pourquoi? Parce que par peur d'être positif. Et l'expert en santé publique va nous confirmer cela ou pas. Bamako sera confiné la semaine prochaine, nous dit Diakité. Oui, bon, nous avons dit que les mesures de confinement font partie des mesures qui sont efficaces dans la lutte pour briser la chaîne de transmission de cette pathologie. Mais on peut conseiller, le ministère qui est une entité technique du gouvernement peut conseiller. Mais l'application, c'est-à-dire que la semaine prochaine, Bamako sera confiné, je pense que c'est aux autorités de l'appliquer. Mais la situation est-elle aussi grave que oui. qu'on puisse prévenir, qu'on puisse s'attendre à un confinement la semaine prochaine déjà? Je pense que quand on regarde le résultat de ceux qui ont passé par ces mesures drastiques dès le départ, nous pensons qu'il le faut. Parce que prenons l'exemple sur la Mauritanie, qui tout de suite, avant même, dès son premier cas, avait pris toutes les mesures comme la fermeture des mosquées, la fermeture des lieux de culte, la fermeture des marchés, le confinement strict et le port des masques. Et là, la Mauritanie est à combien de cas? Maximum 7. Et ils ont eu, les premiers cas ont été déclarés bien avant nous. Ils ont confiné. Donc, à mon avis, ces mesures de confinement, il le faut. Et qu'on va peut-être demander à la population de se plier à ça pour notre propre santé et pour la santé en tout cas de la population de façon générale. Khalid, il le faut, mais est-ce qu'on le peut? Est-ce que le Malien lambda pourra vivre en cas de confinement total? Non, c'est ce que je dis. Je donne une autre statistique. Vous avez 90% des emplois créés par l'informel au Mali. 90%. Et encore une fois, c'est la statistique de l'API. Donc, il est clair que s'il n'y a pas de mesure d'accompagnement pour ces gens-là, entre la survie et le risque d'attraper le coronavirus, moi, je pense que le choix est vite fait. Mais pour revenir un peu sur le confinement, moi, je pense que quand on dit les États qui ont appliqué le confinement, ils ont eu des résultats efficaces. Certes, c'est vrai. Mais si vous prenez un peu leur stratégie
stratégie de confinement, c'est accompagné par ce qu'on appelle une autre stratégie de dépistage massive. C'est-à-dire il faut détecter tous les cas potentiels et commencer à les traiter. Parce que chez nous ici, d'abord, moi je me dis, quelle est même l'idée de nos médecins sur l'efficacité des tests. Dans d'autres pays, on voit ça, on commence à remettre en cause certains tests. Donc il y a toutes ces questions-là qui sont en jeu aujourd'hui. Quand on va confiner les gens, quel va être le dispositif d'accompagnement pour justement permettre de détecter tous ces cas-là et de les... Pour les nourrir déjà. Voilà, justement, c'est pourquoi je dis qu'il faut une mesure d'accompagnement. C'est-à-dire, le discours du président est un discours qu'on a annoncé. Il appartiendra maintenant aux différents ministres de nous donner des détails précis pour qu'on puisse voir clair. 500 milliards va servir à quoi? Quand on dit on va justement diminuer les taxes à la douane pour permettre aux prix de baisser sur le marché, quel sera l'impact exactement sur les consommateurs? C'est-à-dire il faut des choses comme ça, il faut des visibilités, il faut des mesures qui nous permettent de voir plus clair. C'est un discours qui annonce, mais... derrière, on ne voit pas trop les détails. Donc, je me dis qu'il appartient à ces différents ministères, ces différents chefs de guerre, de nous donner un peu ces clarifications-là dans les jours bien évidemment à venir. Monsieur Diarra, le Mali a-t-il suffisamment de tests, suffisamment de lits, suffisamment de centres d'isolement au cas où la situation serait pire que cela? Oui, nous n'avons jamais suffisamment les choses. Nous sommes dans un pays extrêmement pauvre. Mais nous pensons que le dispositif qui est en place peut nous permettre de venir en aide à un grand nombre de malades aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des chiffres par rapport à ce dispositif-là? Exactement. Quand on regarde dans son discours, le président déjà en tout cas annoncé ou il a adressé une lettre au roi du Maroc pour la mise à disposition de la polyclinique qui est au niveau de Sébeningro. Ça, c'est une capacité qui est en tout cas qui avoisine les 1000. Mais concrètement, nous avons 3 sites de prise en charge. Un à l'hôpital du Mali qui a une capacité d'extension jusqu'à 100 lits. L'hôpital dermatologique qui est au niveau de l'ex-Sénam, c'est-à-dire à Dicroni, il y a une capacité d'à peu près 10 lits, mais qui peut aussi s'étendre lorsque besoin se fait sentir. Et le niveau de point G également, il y a une capacité d'environ 9 lits qui étaient initialement, mais c'est possible d'aller jusqu'à 100 lits aussi parce qu'il y a un bâtiment. Et dans toutes les régions, il a été mis à la disposition également de la coordination un centre de traitement dédié à coronavirus dont la capacité dépend d'une région à l'autre. Caille a déjà commencé, Mopti, il y a la région de Ségou, Sikasso également. Donc dans toutes les régions, il y a déjà ce dispositif qui est en place. Mais comme je vous ai dit, nous pensons santé. Et je pense que la santé, c'est un peu tout, parce que le bien-être de la population, ça englobe un peu tout. Mais la partie économique, ça, c'est géré ailleurs. C'est pourquoi, quand il dit les mesures d'accompagnement, je suis d'accord avec lui, nous conseillons les mesures sanitaires aux autorités. Maintenant, les mesures d'accompagnement, nous savons que pour l'application correcte, et pour que ces mesures-là n'aient pas d'autres facteurs, d'autres conséquences plus graves que la santé en tant que telle, il faut les mesures d'accompagnement. Et ça, c'est au rôle des autorités maintenant d'accompagner ces mesures édictées par les autorités sanitaires pour qu'il y ait une harmonie dans l'application de tout ce qu'on a comme mesures pour faire face à la crise. Et M. Diakité, les matériels de protection sont-ils même aujourd'hui accessibles aux citoyens lambda? Mais je parlais également de cela à un moment, quand je disais que le droit à l'éducation n'était pas chose respectée. C'est par rapport à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, le Malien lambda, c'est quand porter les masques, comment les porter, les gants, etc. etc. Mais non. Et également, est-ce qu'il peut même les acheter aujourd'hui? On ne peut même pas les acheter. Il y a une rupture. Et également, malheureusement, l'ordre de pharmacien également s'est prêté à ce jeu. Parce que certains pharmaciens ont... ça dit pas augmenter, mais une augmentation de 1000% ou de 2000%. Voilà. Ils ont exagéré, ils ont exagéré. Mais malheureusement, l'État n'a jamais pris de disposition par rapport à ça. Alors que la loi 036 portant protection du consommateur donne carrément les moyens à l'État de fixer les prix
Et le temps nous fait défaut. Rapidement, Monsieur Diarra, si vous pouvez rappeler aux auditeurs les mesures de protection nécessaires aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Touré. Je remercie sincèrement pour l'émission et je rappelle aux auditeurs et auditrices de radio de Studio Tamani que pour faire face à coronavirus, je pense qu'il faut une restriction, en tout cas au niveau de la personne lui-même. Il faut que ça soit une lutte individuelle. Et donc pour cela, nous conseillons à ce que les gens fassent les mesures d'hygiène élémentaire telles que le lavage correct des mains avec de l'eau et du savon de façon continue toute la journée si vous pouvez le faire. Et rapidement, comme le temps nous fait défaut, la distance d'un mètre et le port des bavettes et aussi éviter les regroupements. Si vous toussez, vous devrez tousser sous le pli du coude. D'accord, merci beaucoup. C'était Souleymane Diarra, chef des opérations d'urgence de santé publique à l'Institut national de santé publique. Khalid Dambélé, économiste, chercheur au Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale CRAPES, et Abdulwahab Diakité qui était là au nom de l'Association des consommateurs du Mali, ASCOMA. À la régie vidéo et audio, Péting Diarra et Gagné Kanté. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.